Oui, il y a besoin de plus d'infos. Par rapport aux maux de grossesse, moi j'ai de la chance que j'en ai pas non plus eu énormément, à part là en ce moment, mais voilà, encore une fois, je pense que les femmes découvrent un peu les choses sur le tas. On parle surtout des maux qui sont courants, donc typiquement les nausées, peut-être les insomnies, les crampes qu'on a en fin de grossesse, etc. Mais après, je sais qu'il existe, par exemple, les nausées, c'est pas forcément qu'au premier trimestre, il y a certaines femmes qui les ont pendant toute la grossesse. Je crois que c'est assez rare, mais bon, ça existe quand même. Tout ce qui va être émotionnel, enfin toutes ces choses-là, on l'aborde pas vraiment. Après, il manque, alors c'est pas un manque d'information par rapport à l'accouchement, je pense que c'est, pour moi, c'est de l'infantilisation de la femme. Donc il y a la médecine qui existe et qui est très bien, mais je crois qu'on a trop tendance à faire peur aux femmes par rapport à l'accouchement. D'ailleurs, voilà, une femme qui est enceinte, sa préoccupation et puis à l'avant dans sa grossesse, c'est l'accouchement. Elles s'arrêtent c'est très focus accouchement parce qu'elles ont peur d'avoir mal, elles ont peur de ne pas réussir. Et je trouve ça dommage que, en tout cas en France, il y a cette culture, on cultive vraiment cette peur de dire aux femmes que finalement elles ont besoin de quelqu'un pour les accoucher, alors que bon, ça reste quand même un acte naturel, finalement chaque femme savent accoucher seule et en fait on leur enlève ce pouvoir et cette confiance qu'elles pourraient avoir et pour ne plus avoir peur. Et je le vois même, il y a des maternités qui se disent amis des mamans ou amis des enfants, soi-disant ils ont des salles nature, etc. Donc pour les femmes qui veulent accoucher de manière physiologique ou naturelle. Mais ça, pour certaines maternités, ça reste c'est juste pour attirer les femmes, pour qu'elles viennent et finalement elles vont avoir des salles nature, mais derrière il n'y a pas du tout l'accompagnement qui est adapté. Après, ce qui est cool, c'est qu'il y a des maisons de naissance qui commencent un peu à apparaître. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Mais il y a des salles de naissance qui apparaissent. Et là, il y a vraiment un vrai accompagnement derrière pour les femmes qui veulent justement un accouchement naturel. Enfin, après la grossesse, le périnée qui est relâché, ça, on commence à en parler. J'ai fait une première rééducation, donc je crois que c'est après 6 semaines, si je me souviens bien. Et j'ai dû refaire 3 rééducations au total. Mais ça pareil, on en parle. Tu fais ta rééducation, on te laisse. Et ce qu'on précise pas, c'est que le périnée, ça reste quand même un muscle. Et je pense, comme tous les muscles, comme les abdos, ça s'entretient. Mais ça, je l'ai appris après ma 3e rééducation, parce que je l'ai faite avec une personne qui était formée à la méthode de Gasquet, donc qui voit aussi la posture avec les abdos, etc. Mais entre-temps, c'était vraiment roue libre, quoi. Si j'avais eu un accompagnement, alors pas que gynécologique, mais vraiment de manière globale, qui peut venir peut-être étudier l'hygiène de vie et montrer qu'il y a peut-être d'autres facteurs sur lesquels je pouvais jouer et qui auraient pu améliorer peut-être mes chances de tomber enceinte, ça m'aurait fait clairement gagner du temps. Parce que moi, je suis tombée sur une gynéco qui me dit « Oui, mais vous êtes jeune, donc on attend. » Et en tout cas, on a perdu. On a passé 2 ans en essai naturel avant de commencer des protocoles médicaux. Concernant tout ce qui est fertilité, je pense que on a les cours d'éducation sexuelle qui sont très basiques, où on nous explique que pour procréer, c'est la rencontre d'un spermatozoïde, d'un ovule, etc. Mais dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Ne serait-ce que déjà, une femme, elle est fertile que quelques jours par mois. Et ça, on ne nous le dit pas, ou alors en tout cas, je n'ai pas souvenir. Mais on ne nous le dit pas, et je pense qu'on ne nous le dit pas, parce que même mon conjoint, pour lui, c'était le mois entier, quoi. On pouvait tomber enceinte n'importe quand. Et je pense que vraiment d'éduquer par rapport à ça, comment ça fonctionne, comment on peut tomber enceinte, à l'école ou pas du tout, peu importe, ça peut vraiment aider, ne serait-ce que les couples, à comprendre comment ça fonctionne de manière globale et pas s'inquiéter parce que ça fait 6 mois ou 8 mois qu'ils n'arrivent pas à tomber enceinte, que la femme n'arrive pas à tomber enceinte, juste parce qu'ils ne sont peut-être pas dans la bonne période ou quoi que ce soit. Clairement, oui. J'ai fait 2 parcours PMA et je ne m'attendais pas ne serait-ce à tomber avoir un tel parcours et à avoir toutes ces étapes-là. Donc on n'est vraiment pas du tout renseigné sur ce sujet.
Et même sur le fait, voilà, avant d'entamer tout un parcours, on nous explique pas vraiment comment ça fonctionne, quelles peuvent être les causes qui font qu'on peut avoir des difficultés à tomber enceinte. Moi, de ce que je remarque, c'est souvent la femme qui se remet en question, très peu l'homme. Et l'infertilité peut aussi, les causes d'infertilité peuvent aussi venir de l'homme. Hein. Et puis sur les causes de l'infertilité aussi, on nous en parle pas. Hein. On nous dit que, en tout cas en tant que femme, on nous dit qu'il faut arrêter la pilule et qu'il faut un temps pour que le corps se remette par rapport à tout ça. Sauf qu'il y a quand même beaucoup d'autres facteurs qu'on ne parle pas, notamment tout ce qui est hygiène de vie et puis surtout les perturbateurs endocriniens. Donc oui, non, clairement, on n'est pas du tout renseigné sur tout ça. Et même moi, dans ma profession, je le vois, les femmes qui rentrent en PMA, elles découvrent un monde en fait. Elles découvrent tout ça, elles découvrent tout sur le tas. Elles sont complètement perdues par rapport à tout ça. Et puis il y a un manque d'accompagnement aussi par rapport à tout ça. Pour la grossesse 1, donc c'est vraiment, je pense, le manque, on va dire, le manque d'information et puis un peu cette image de toute façon vous êtes jeune, vous avez le temps, donc en fait il n'y a pas besoin de se presser ou quoi que ce soit. Sur la grossesse 2, donc en fait entre temps j'avais changé de gynéco et donc la gynéco qui m'avait suivi pour ma PMA numéro 1 m'avait dit justement que voilà, une fois que ça serait lancé, ça serait facile de retomber enceinte. Donc moi je lui ai fait confiance. J'ai pas repris de contraception à la suite de la naissance de mon fils, que nous, notre volonté, c'est de rapprocher les enfants. Et sauf que c'est jamais, voilà, 4 ans après, c'est pas arrivé. Et du coup, on a réentamé un autre protocole. Et je trouve ça un peu dommage aussi, de la part d'un médecin, de s'avancer, de s'avancer autant, de dire, de toute façon, c'est bon, ça sera facile. Alors qu'en fait, elle ne sait pas plus que ça, quoi. Sur les réseaux et sur internet, je pense qu'il faut faire très attention parce qu'à partir du moment où dans un moteur de recherche ou Instagram ou peu importe, on va commencer à fouiller sur une thématique particulière, typiquement dépression postpartum, en fait on va se retrouver avec plein d'informations qui vont être liées à ça. Et du coup ça peut venir nourrir un peu l'angoisse pour les futures mamans, en disant le postpartum finalement c'est pas si merveilleux que ça. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, il y a la dépression, il y a je sais pas les phobies d'impulsion, il y a vraiment plein de choses qui peuvent faire peur. Et je pense que quand on est plongé constamment dedans, ça peut effectivement faire très peur et créer des angoisses chez certaines futures mamans. Maintenant, je trouve que c'est aussi une bonne chose parce que depuis peu, la parole justement s'est libérée pour mettre en lumière ces difficultés. Et je pense que c'est aussi un peu à chacune d'aller faire un peu la part des choses, de trier déjà l'information et puis pas non plus rester complètement enfermée dans un peu dans ce cercle vicieux de je me nourris en fait de mauvaises pas de mauvaises informations, mais d'informations qui peuvent faire peur, tout simplement. Mais je trouve que c'est quand même important de savoir que ça existe. Ouais, il faut savoir que ça existe parce que moi je le vois, il y a des mamans qui vont faire face à certaines difficultés et qui, parce qu'elles ne vont pas oser en parler, elles vont croire que elles sont toutes seules en fait à ressentir ça, que c'est pas normal, etc. Et du coup elles s'enferment et c'est là aussi où ça peut être dangereux parce qu'elles n'en parlent pas, elles vont garder ça pour elles et ça peut du coup aussi pour certaines se transformer vraiment en dépression. Donc je trouve que c'est bien d'en parler, de savoir que ça existe et juste de dire si je fais face à une difficulté, je sais que c'est normal entre guillemets, voilà, ça existe, c'est pas juste moi, quoi. Pour ma première grossesse, j'étais très active, jusqu'au 8e mois j'ai fait du sport, en étant adaptée évidemment, en suivant vraiment mon rythme, voilà, je suis pas du tout dans la compétition, c'était plus pour mon bien-être. Et puis après j'étais vraiment très très active, je marchais beaucoup jusqu'au jour de l'accouchement. Donc ça c'est top. Pour la deuxième grossesse ça a été un peu plus difficile parce que j'ai eu des petits soucis qui ont fait que j'ai dû m'arrêter assez rapidement. Après voilà, c'est comme ça. Puis après de manière globale, il y a beaucoup d'idées reçues autour du sport et de la grossesse. Pour beaucoup encore, la grossesse c'est une pathologie.
il faut absolument rien faire, il faut juste se reposer, alors qu'au final, enfin, le sport, en tout cas ma vision, c'est hyper bénéfique pour la femme enceinte. En fait, à partir du moment où ça nous... Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est à partir du moment où ça nous fait du bien, il n'y a pas de raison de s'en priver. Si en plus on adapte voilà, le sport. Je pense qu'il faut tomber sur les bonnes personnes. Il faut trouver les bonnes personnes parce qu'encore une fois, il y a vraiment ces croyances. Alors, quand je dis les bonnes personnes, c'est les bonnes personnes qui te permettent de faire du sport et qui sont aussi formées à ta condition de femme enceinte. Enfin, moi, je faisais beaucoup de sport par exemple, au Club Med Gym. Je pense que les profs ne sont pas forcément formés à ça. Et je me souviens d'un cours de sport où donc, je dis aux profs que voilà, je suis enceinte et en fait j'étais un peu mise de côté et il s'occupait de son cours et moi voilà, je restais à côté. Après je pense que là en ce moment, grâce au réseau, il y a quand même il y a des coachs sportifs qui sont vraiment spécialisés là-dedans et qu'on peut trouver assez facilement. Voilà. Mais il faut se renseigner. Je pense que le dos, clairement, grossesse 1, comme j'étais vraiment assez active, je pense que mon dos était beaucoup plus musclé. Là, oui, clairement, j'ai beaucoup mal au dos. Et oui, non, je pense que ça joue beaucoup, ouais. Moi, j'ai été suivie par une coach spécialisée en tout ce qui est en postpartum et pour les femmes enceintes. Donc ça, c'était top. Et clairement, dans ma tête, je ne pouvais pas me remettre à aller faire du sport avec quelqu'un d'autre qui n'était pas formé à ça. Moi, ce que je vois, c'est surtout qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes mères qui veulent reprendre le sport pour perdre du poids. Tout de suite. J'ai l'impression que c'est une préoccupation principale. Et qu'effectivement, envisage de dire bon, je fais ma rééducation, je me remets je me remets à faire du sport pour justement perdre mes kilos et qui prennent pas conscience que finalement 6 semaines après l'accouchement, c'est pas forcément le bon timing pour plein de raisons. Hein. Puis même moi, ce que j'ai même envie de dire, il vaut mieux, tu vois, pour ça, la rééducation, c'est d'aller voir quelqu'un qui est formé justement à la méthode de Gasquet parce que c'est pour moi, je connais pas toutes les méthodes, mais pour moi, c'est la meilleure méthode. Parce qu'on regarde tout, c'est pas juste. On se concentre juste sur le périnée, c'est vraiment la globalité, quoi. Et surtout, pour De Gasquet, et ça, je savais pas, je pensais que c'était que des sages-femmes ou quoi que ce soit, mais en fait, il y a des coachs sportifs qui sont aussi formés à De Gasquet, des kinés, t'as plein de métiers, en fait, donc. Pendant la grossesse, effectivement, on a l'accent qui est vraiment mis sur sur toutes les interdictions. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que quand tu sors chez le médecin avec ta liste de ce que tu peux pas manger, ça déprime. Au final, en vrai, tu peux quand même manger pas mal de choses. Après, sur le postpartum, on n'insiste pas assez sur l'importance justement de bien se nourrir. Pour la fatigue, pour bien récupérer, etc. Vraiment l'importance de bien se nourrir. Parce que moi, je l'ai vu à la naissance de mon fils. Ton rythme de vie, il est complètement décousu. Tu manges quand tu peux ou tu sautes des repas. C'est pas la meilleure solution. Et je pense que oui, par rapport à ça, il y a vraiment un manque d'informations sur l'importance, pourquoi bien se nourrir et pas juste pour aller perdre des kilos de grossesse. Savoir quoi manger, je savais, parce que c'est un domaine qui m'intéresse. Après, c'est plus comment s'organiser. Avec un tout petit bébé, parce que moi, du coup, j'allaitais, donc qui tétait tous les 2 heures, comment faire pour m'organiser, faire les repas, et puis s'occuper de la maison, plus du nourrisson, plus tout ça, de manière globale. Là, je sais qu'on commence à en parler un peu plus, de se préparer le postpartum. Donc, par exemple, on conseille aux futures mamans d'aller préparer des plats qu'elles vont, par exemple, congeler pour ne pas avoir à cuisiner et juste aller à réchauffer. Mais c'est des choses, oui, clairement, j'aurais adoré avoir comme conseil. Ou du batch cooking, par exemple, dire au lieu d'aller faire à chaque fois des petits plats, de faire des gros plats et on prépare ça pour la semaine. Pour ma première grossesse, j'ai pas fait appel à des plateformes, je me suis pas fait livrer parce que j'étais ultra concentrée sur mon fils. Vraiment, il y avait que ça.
Donc sauter des repas, manger déjeuner, enfin au petit déjeuner à midi, ça ne me dérangeait pas. Maintenant avec du recul, puis aussi avec toute la connaissance que j'ai clairement sur, là pour la naissance de bébé 2, ça fonctionnera pas comme ça. Ne serait-ce que voilà, je pense que je vais quand même préparer des repas en avance. S'il y a besoin de me faire livrer, que ce soit par des plateformes qui sont spécialisées postpartum ou lambda, hein, mais pour vraiment me faciliter la vie. Et puis pour ma santé et le bien-être aussi, quoi. Alors pour la grossesse 1, je crois que jusqu'au peut-être deuxième ou la moitié du deuxième trimestre, on a continué à avoir une activité sexuelle. Après, moi, mon conjoint, c'était plus par peur de faire du mal. Enfin voilà, il y avait. Puis je pense que tu as aussi le corps de la femme. En tout cas, pour ma première grossesse, je pense que j'ai commencé à prendre du ventre vraiment au deuxième trimestre, autour du 5e ou 6e mois. Et je pense qu'il y a la vision du corps de la femme qui change. Enfin, en tout cas, pour lui, c'était ça. C'était vraiment le corps qui change et qui n'est plus un corps de femme, mais de future mère. Et voilà, lui, ça a complètement coupé l'envie. Et je sais que pour certains hommes, c'est le cas. Comme le corps de la femme a changé, je pense qu'il voit du coup. Enfin, moi, en tout cas, je pense que mon conjoint me voyait non plus comme une femme, mais voilà, comme vraiment une future mère. Donc, c'est plus pareil. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas du tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une pression qui est mise par rapport aux femmes, donc qui viennent d'accoucher, aux jeunes mamans, par rapport au fait de reprendre une activité sexuelle pour le plaisir de monsieur. C'est l'impression que j'ai. Maintenant, moi, me concernant, je pense que je me suis mise un peu de pression. Alors, je ne sais plus au bout de combien de temps vraiment on a repris, parce que j'ai eu une épisiotomie, donc voilà. Il y a plein de choses qui font parce qu'on est aussi très concentré sur le bébé, donc on n'a pas forcément la tête à ça. Je pense que ça a mis quand même quelques mois. Après, j'ai eu de la chance d'avoir un conjoint qui était assez compréhensif, mais je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et puis même pour la femme, je crois que ça prend. Enfin, moi en tout cas, ça m'a vraiment perturbée de me dire que que j'avais comment dire, comme je vais pas dire une fonction, mais voilà, qu'il y avait quelque chose qui était, de ma féminité qui était un peu enlevée parce que je pouvais pas forcément reprendre tout de suite, etc. C'est pour ça que je pense que c'est hyper tabou parce que, en tout cas à l'époque, c'était pour moi, j'ai gardé ce que je ressentais ou on va dire mon problème, ce que je vivais, je l'ai gardé pour moi parce que je me dis parce que je savais pas à qui parler forcément ou alors tu sais, t'as la peur du jugement, tu dis voilà, tu t'en parles pas. Et un peu comme pour les difficultés maternelles, hein, tu te dis non. C'est peut-être moi qui suis pas normale, donc je vais pas forcément en parler parce que j'ai pas envie qu'on me dise que c'est pas normal ou quoi que ce soit. Je pense qu'on a mis 6 mois. Je sais qu'il y a eu un premier essai où ça a été. Voilà, j'ai eu une épisio. Le premier essai, vraiment, je sais même plus au bout de combien de temps, mais je sais que c'était pas un succès en tout cas. Voilà. Et voilà, on a attendu, mais après vraiment hésitante, peut-être 6 mois, voire peut-être même plus. Enfin, ça m'étonnerait pas. Mais j'ai plus vraiment le souvenir par rapport à ça. Alors oui, pour moi c'est un vrai progrès. Je pense qu'il y a beaucoup de papas qui veulent s'investir plus dans la maternité et dans la parentalité, et je trouve ça bien parce que ça va. C'est pas encore le cas, mais ça va. Enfin, j'espère en tout cas que ça va améliorer, ne serait-ce que la charge mentale des mamans. Et puis même pour le lien avec l'enfant, là c'est quand même prouvé que voilà, l'enfant quand il naît, il a besoin de sa mère, mais il a aussi besoin de son père ou du coparent, peu importe, mais il a besoin de ses deux parents. Donc oui, c'est un vrai progrès. Là, avec l'allongement du congé paternité récent, c'est une grosse avancée, même si, ça va prendre avec des pincettes, je pense que c'est pas très. Tout le monde ne peut pas se le permettre parce qu'il y a quand même, faut prendre en compte que pour certains couples, c'est une vraie baisse de revenus, et malheureusement, même si les pères ont la possibilité de prendre 25 jours, beaucoup ne peuvent pas parce que ne peuvent pas se permettre de perdre un salaire et demi à peu près.